En manchette aujourd'hui, les cliniques médicales de Berthierville et de Saint-Gabriel pourraient fermer. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Bulletin diffusé en date du 4 décembre 2025. Alain Bellemare, au Pépites. Dans un message publié sur Facebook il y a quelques jours, 3 médecins et un gestionnaire en charge de GMF sur notre territoire, ça inclut la clinique médicale située à Berthierville et celle de la coop santé du Grand Brandon. Donc, ces gens sonnent l'alarme. Les deux autres cliniques médicales citées dans le post Facebook sont situées à Saint-Jacques-de-Montcalm. Ces 4 cliniques font partie du GMF Berthier-Saint-Jacques et c'est ces cliniques qui pourraient fermer. L'information publiée fait suite à l'adoption de la loi 2, donc adoptée récemment par le gouvernement Legault. On peut lire dans le message des médecins et du gestionnaire, suite à l'adoption de la loi 2, malgré la pénurie de médecins au Québec et malgré ceux et celles qui vont quitter le réseau au Québec, toute la population sera inscrite à un milieu de soins. Comme par magie, il n'y aura plus de pénurie de médecins et, comme la multiplication des pains, tous auront un médecin de famille. Selon le gouvernement, la magie existe. Les médecins ajoutent, et le gestionnaire ajoute, que suite à l'adoption de cette loi 2, il y aura abolition de l'entente 389 qui favorisait la collaboration entre les IPS, les infirmières spécialisées, et assurait le paiement de frais de loyer. Aucun paiement de loyer ne sera donc versé pour les IPS, car dans la vision stratosphérique, peut-on lire dans le post de ce gouvernement, les frais de bureau des IPS ne semblent plus exister. Les docteurs Bernard Turcotte, Marie-Pierre Sansfaçon Kotzan, Awa Lena Dapis et le gestionnaire Rémi Brouillat expliquent. Vendredi, le 21 novembre dernier, les IPS de la région ont eu une réunion avec leurs gestionnaires mentionnant que dès le 1er avril 2026, dû à ce non-paiement des loyers, aucune clinique ne pourrait garder leur IPS, ce qui impliquera l'absence d'accès pour la population, aggravant encore plus la pénurie d'accès aux soins de santé. Ils poursuivent. Suite à l'adoption de la loi 2, les gestionnaires de Santé Québec pourront accéder au dossier médical en faisant fi de la confidentialité de chaque citoyen, brimant ainsi ce droit à chacun d'eux. C'est une situation qui nous obligera à travailler contre notre code de déontologie et contre les règles du Collège des médecins protégeant la confidentialité des données médicales de chaque citoyen du Québec. La lettre signée par les médecins et le gestionnaire a pour but d'aviser leur clientèle, et je cite, qu'avec les conséquences de cette loi, il existe un risque très réel de fermeture de nos cliniques. Et ce n'est pas un fait alternatif, mais bien une réalité concrète. Nous serions désolés si nous devions être contraints de fermer nos cliniques, mais nous ne vivons pas dans le monde utopique et éthéré de ce gouvernement, mais bien dans la réalité de la pratique médicale. La bataille que livrent les médecins au gouvernement Legault aura-t-elle des répercussions négatives pour le GMF Berthier-Saint-Jacques? Touchera-t-elle les cliniques médicales de Berthierville, et de Brandon et de Saint-Jacques? Eh bien, la question se pose. Autre nouvelle touchant le comté, cette fois, Lavaltrie quitterait Berthier pour l'Assomption dans une refonte des comtés des différentes circonscriptions électorales. En effet, la Commission de la représentation électorale a présenté cette semaine une proposition révisée de la carte électorale en vue du prochain scrutin, donc des prochaines élections générales au Québec.
Cette proposition retient toujours l'option de retirer la ville de Lavaltrie de la circonscription électorale de Berthier pour la déplacer vers celle de l'Assomption. La révision de la carte électorale a une dimension numérique. On cherche à établir 125 circonscriptions d'environ 51 000 électrices et électeurs pour que le poids du vote des électeurs soit sensiblement le même d'une circonscription à l'autre. L'exercice comprend également une dimension qualitative. Les commissaires cherchent aussi à faire des regroupements cohérents en rassemblant des communautés qui ont des liens naturels entre elles. C'est pourquoi leur proposition révisée contient des circonscriptions d'environ 40 000 électeurs, alors que d'autres en comptent quelques 61 000. La loi électorale prévoit qu'une circonscription peut compter jusqu'à 25 % plus ou moins d'électeurs que la moyenne. Avec cette proposition révisée de délimitation, le nombre d'électeurs dans Berthier passerait de 62 716 à 50 943. L'écart par rapport à la moyenne des circonscriptions du Québec passerait ainsi de plus 23,7 % à plus 0,5 %. D'après la loi électorale, les élus de l'Assemblée nationale doivent tenir un débat pour discuter de la proposition révisée au cours des 5 jours suivant son dépôt. Après ce débat, la Commission de la représentation électorale aura 10 jours pour établir la nouvelle carte électorale du Québec. Cette carte devrait être utilisée pour les 2 prochaines élections générales provinciales. La Commission de la représentation électorale est une institution indépendante et décisionnelle qui a pour mission d'établir la carte électorale du Québec. Elle agit en toute neutralité et impartialité afin que les électrices et les électeurs du Québec soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale. Les 3 commissaires exercent également certaines responsabilités lorsque les municipalités et les commissions scolaires anglophones procèdent à la révision de leur carte électorale. On poursuit maintenant en vous parlant du concert de Noël. L'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette se produira à l'île du Port. Donc, ça va se dérouler dimanche, le 14 décembre à 15 h. C'est une initiative pour lever des fonds de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. Donc, ce concert de Noël, sous la direction de Leandro Cardozo et de Annie Desrosiers, donc, se déroulera à l'église. L'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette sera accompagné en plus par les petits violons du père Roland Brunel. Donc, il y a des billets en vente pour cette levée de fonds. 25 $ par adulte, 12 $ pour les enfants et les étudiants. Donc, un important concert. Et nous avons une entrevue avec Bernard Ducharme, qui est directeur général de l'orchestre. Bernard Ducharme, qui est le directeur général de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, un organisme qui existe depuis plus de 50 ans. 56e saison. 56e, ça ne me rajeunit pas, là, Bernard, quand tu dis ça. Là, quand je regarde, j'étais des membres fondateurs de cet orchestre-là. On a joué ensemble, on se connaît depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qui est particulier, le but de ta visite ici aujourd'hui, c'est que l'orchestre va se performer à l'île du Port. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. C'est une tradition, un concert de Noël. On se promène dans la région. Ces dernières années, on était à Saint-Thomas, à Crabtree, Saint-Ambroise. Là, ça a l'air que c'était le tour de l'île du Port. Donc, c'était une belle motivation parce que c'est sûr, c'est une façon de faire des fonds pour la sauvegarde de l'Église aussi qui est faite là. Ben oui, on a été approché par M. Guy Marion de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, et qui me disait on veut faire de plus en plus de concerts dans notre église, puis rendre le lieu vivant. Ouais. Alors, donc, on était approchés, puis on trouvait l'idée intéressante, donc on sera présent. Donc, c'est dimanche le 14 décembre qui s'en vient à 15 h. C'est bien ça. Tu as un nouveau chef d'orchestre.
c'est le lot des orchestres de fournir, on pourrait dire, aux chefs d'orchestre une formation, une introduction à la carrière de chef. Là. Effectivement, mais c'est notre rôle. Oui, c'est notre rôle, effectivement, un peu à l'orchestre, de donner la chance à des jeunes chefs de se bâtir une expérience. Puis, alors, cette année, on a un chef, Leandro Cardoso. C'est un Brésilien d'origine, mais qui est installé au Canada depuis plusieurs années. Et c'est très bien parti. On a déjà eu les premiers concerts au mois de novembre à Joliette. Et un chef fort dynamique et les jeunes l'apprécient. Donc, il amène une couleur, il amène sa couleur à l'orchestre, très intéressant. Oui. OK. Est-ce que les jeunes, présentement, c'est quoi, de 8 ans, 10 ans, c'est quoi? Là? Parce que je sais qu'il y a des auditions maintenant. Là, mais... L'orchestre qui va être présent, en fait, on a 2 groupes qui vont être présents sur les 3. Il y a 3 groupes à l'Orchestre des jeunes de Joliette. Les tout-petits seront là pour un concert de Noël avec des enfants, c'est encore mieux. Hein? Alors, les tout-petits seront là pour ouvrir le spectacle. On les appelle les petits violons Roland Brunel. Des jeunes de 5 à 10 ans à peu près qui vont ouvrir le spectacle. Et après ça, c'est notre ensemble le plus avancé, l'OSJJ qu'on appelle. Oui. Là. Alors, des jeunes, c'est 35 jeunes de 13 ans à 25 ans à peu près là, qui vont se produire. OK. Tu peux-tu nous parler un petit peu du programme? Parce que, tu sais, on parle de concert de Noël. Tu sais, c'est important. Je pense qu'on est un peuple, je pense que nordique, qui aime les chansons de Noël. Qui aime beaucoup les chansons de Noël. En première partie, on aura un petit répertoire un petit peu plus classique qui va, on va utiliser le Messie d'Handel pour faire une petite transition. C'est une œuvre traditionnelle du temps des fêtes, le Messie d'Handel. On offre quelques extraits du Messie. Mais en deuxième partie, c'est musique Noël, mur à mur, des medleys de Noël, et à la fois plus classique, Les Anges dans nos campagnes, et à la fois plus pop avec We Wish You a Merry Christmas, puis des choses comme ça. Sleigh Ride de Leroy Anderson, qui est un incontournable de Noël. Donc, Christmas, oh oui. Donc, on s'en sortira pas, on va entendre des chants de Noël de 14 décembre à partir de 15h. Les billets sont en vente directement sur, je sais qu'on a l'affiche là, mais c'est le point de vente vous aussi. Hein? Non, on est sur Zephy, on est via Zephy. Effectivement, sur l'affiche, il y a un petit code QR. En allant sur osjj.com, c'est facile à retenir, sur osjj.com. On a les liens pour acheter de la billetterie, pour acheter des billets. Ça part rapidement. L'église n'est pas très grande. Il reste encore beaucoup. Il reste encore la place. 140 places. Là, 200, il m'a dit 200 places, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis donc, en tout cas, félicitations. Bienvenue ici dans la région. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. En ce 4 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Odette Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient maintenant sur la séance du conseil municipal tenue à Saint-Ignace de Loyola en début de semaine. Et plus précisément, on s'attarde à la période de questions. Une citoyenne a demandé à chacun des conseillers, des conseillères et à la mairesse quelles sont leurs priorités pour la municipalité pour la prochaine année. On écoute. Il serait bon, parce que c'est pas tout le monde qui a eu, le programme de chaque district. Okay? Alors, ça serait bon, probablement, de le présenter. Nous, on n'a même pas eu le programme de notre... j'ai même pas eu le programme de, mon représentant de mon district. Fait que ça serait bon, qu'on sache. Comme j'avais répondu à M. Lapré la dernière fois, tout le monde peut présenter son programme. Oui. Mais est-ce que le programme présenté qu'ils vont dire aujourd'hui, pour l'ensemble des citoyens qui sont à l'écoute, ça va refléter ce qui va arriver dans les prochaines années? Peut-être non, pas, parce que c'est une décision du conseil. Dans l'idée, quand ils sont présentés, ce serait bon de le savoir. On peut y aller avec une majeure, tout le monde, êtes-vous d'accord? Oh, oui. Comment ça avec... Moi, ici, dans la rue Evremont, dans la rue de l'école, la priorité pour les enfants et pour la vitesse, c'est de mettre un odome permanent et non qu'on est capable d'enlever. J'avais la lumière de la rue d'église et là. Fait que ça, c'est à faire jusqu'à date. C'est ce que j'avais parlé. Puis, le fameux chalet des loisirs. Que, vous savez, on s'en est parlé à l'épicerie aujourd'hui. Oui, on est là de temps. Bien, on s'en est pas parlé. Vous m'en avez parlé. Vous n'avez pas payé pour l'épicerie, je pense. Non. Vous n'avez pas le droit. En quoi ça va payer moins? Payez pas. Non, il y avait le chalet des loisirs, puis
Ça donne que l'église est dans mon district. J'en ai un gros. Bonjour, Chloé Laforêt dans le district 4 qui représente une partie du rang Saint-Michel, le début, le chemin de la traverse ainsi que le chemin Saint-Laurent et le rang Saint-Laurent. En fait, ce que j'ai présenté, c'est sûr que dans mon district, il y a le traversier actuellement que les citoyens sont très préoccupés par la gestion du trafic sur le chemin de la traverse parce que c'est sûr que dans les pourparlers, je veux m'impliquer dans les pourparlers avec la Société des traversiers du Québec puis ainsi que le ministère des Transports parce qu'on se rappelle que le chemin ici ne nous appartient pas. Donc, on veut essayer de voir c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place. Aussi, dans le rang Saint-Michel, la vitesse, c'est encore quelque chose qui a été beaucoup nommé puis qu'on voit. Et puis que la piste cyclable n'est pas très large. Donc, je pense que ce serait important, là, tout comme mon collègue dit, là, les stops surélevés, là, par exemple, à la rue Casobon, c'est quelque chose que vraiment je veux m'engager. Donc, c'est les principaux, là, il y en a d'autres, là, mais on va y aller par les principaux. J'ai aussi dit que je voulais m'impliquer dans l'environnement en lien avec les travaux du traversier aussi. Donc, je pense qu'il va falloir être à l'affût de ce qui va se passer. Bouchard Gapin, district numéro 6. Pour mon district, les grandes lignes, c'est que les Bonnefontaines arrêtent au rang Saint-Luc. Présentement, on regarde, je pense qu'il y a encore une subvention disponible à partir du rang Saint-Luc à aller jusqu'au rang Saint-Pierre pour refaire les infrastructures de rue. On a dit qu'avec la mairesse, quand on va ouvrir prochainement les infrastructures où il n'y a pas le 6 pouces pour être capable d'accommoder les Bonnefontaines, on va changer les infrastructures pour être capable de mettre des Bonnefontaines. C'est d'apporter les Bonnefontaines le plus loin possible dans le rang Saint-Michel, pour ce qui est de ce parti-là. Puis, deuxièmement, l'autre gros point majeur, c'est de m'assurer que tout le monde est conforme avec le faux septique. C'est un dossier qui traîne depuis 2017. Le gouvernement nous talonne avec ça. Il y a des faux septiques qui ne sont pas encore conformes. Il y avait un règlement d'emprunt à la municipalité pour aider les gens qui a été fermé par la suite parce que ça traînait trop. Avec là, on veut s'attaquer à ça pour être sûr que tout le monde est conforme avec les faux septiques. S'assurer que tout est parfait dans la nasse. C'est mon côté environnemental un petit peu. OK, on va continuer. Christian Michaud, district numéro 1. Donc, ça, c'est le district qui est Rive-Boisée, rue du B, il y a une partie du rang Saint-Joseph aussi, le secteur de la Rive-Boisée avec les rues limitrophes. C'est sûr, il y a des points qui ont déjà été nommés par d'autres conseillers, des dos d'âne permanents, ça, parce qu'il y a des places. Les dos d'âne qui étaient installés étaient assez rough, là, si on peut dire. Donc, avoir des dos d'âne permanents, mais aussi, on s'entend que dans notre coin aussi, il y a toute la protection des berges qui était importante, mais ça va être un projet global avec la municipalité, mais c'est pas m'engager de dire combien qu'on va réparer tout ça. Mais un point intéressant, c'était, vu qu'il y a beaucoup un nouveau développement, puis c'est comme, on va dire, déboisé, une proposition que je voudrais amener, ce serait de donner, mettons, un arbre à chaque nouveau résident. Mettons, donc, on ne parle pas des petits arbres qu'on donne au mois de mai, mettons, un arbre mature, comme de quoi ça, pour garder le caractère de la rive boisée. C'est beaucoup ça qui revenait dans mon coin. C'était c'est un coin très boisé, si on peut dire, très beau. Le monde aime ça, donc il faut essayer de le conserver. Puis aussi les Bonnefontaines, ça c'est un autre point aussi que ça a emmené. C'est sûr qu'il y en a des plus proches avec le développement de la rue de l'Église, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en emmener d'autres, peut-être dans la rue boisée, pour réduire les coûts d'assurance des résidents. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de points qu'on va avoir discuté ensemble au budget, donc on va savoir lesquels qu'on va prioriser. Merci. Louis-Vincent Patte, district numéro 5. Moi, pendant ma campagne, puis, mes collègues m'ont parlé, qu'est-ce qui était à la mode, c'était la vitesse. Que ce soit dans le rang Saint-Isidore ou dans le rang Saint-Michel. Le district 5, dans le fond, c'est une partie du rang Saint-Michel jusqu'à un petit peu dépasser le rang Saint-Luc. Puis j'ai tout le rang Saint-Luc. Puis dans le rang Saint-Isidore, c'est 5-6 maisons après le rang Saint-Isidore jusqu'à un petit peu avant le chemin de la traverse. Fait que la vitesse, c'est un point marquant. Fait que c'est sûr que les dos d'âne, je pense que ça va venir inévitable un peu partout dans la ligne. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais la sécurité prévaut. Puis je me promène un peu partout au Québec, puis je vois des dos d'âne partout, puis je vois pas personne avec des fusils. Fait que je me dis que ça doit être... c'est soit que c'est eux autres qui ont la bonne solution, je crois.
Ensuite de ça, la protection des berges, c'est venu souvent, surtout dans les rangs Saint-Isidore. Ensuite, dans les rangs Saint-Michel, il y a quelques places, là, justement proche du rang Saint-Luc. Il va falloir s'attaquer à ça parce que c'est nos infrastructures de la route qui va s'en aller. Ensuite de ça, ben, l'urbanisme, moi, ça me tient à cœur. On parle de protection des berges. Quand on fait du développement, ben, c'est la terre qu'on enlève pour que l'eau soit emmagasinée. Et puis, ben, cette eau-là, il faut qu'elle aille à quatre parts. Fait que souvent, ben, elle est concentrée dans quelques fossés. Puis, je suis allé dans une formation, justement, milieu novembre, et sur l'entretien des chemins et fossés. Puis, ça a un impact sur, justement, la protection des berges et sur la qualité de l'eau. Et ultimement, ben, s'il y a plus de sédiments dans l'eau, ben, ça nous coûte plus cher à filtrer. Puis ultimement, ben, c'est nous autres qui payent l'eau. Alors, je trouve que ça, c'est un point important. Et bien entendu, ben, les loisirs, je pense que vous savez que les loisirs me tiennent à cœur. Alors, c'est sûr, ça fait partie de mon engagement. Donc, moi, pour terminer, pour ma part, là, mon plus gros mandat dans ma campagne, c'était vraiment la transparence des finances, la transparence dans les prises de décision du conseil. Dans tout ce que mes collègues ont reflété, c'est des enjeux sur lesquels on veut tous travailler, tout le monde ensemble. C'est sûr qu'au budget, vous comprendrez qu'on va travailler sur nos priorités. On n'est pas le Père Noël, puis vous n'êtes pas non plus le Père Noël, donc on ne pourra pas mettre tout en place, qu'est-ce qu'on souhaite, mais on va s'efforcer de s'assurer de dresser un budget qui va refléter ce qu'on souhaite comme municipalité, en faisant attention à la poche du citoyen. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre dernier, à 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony, Xavier, Marie-Lou, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, et samedi 6 décembre, dès 11 h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Après avoir lutté avec tout son cœur le 18 novembre dernier, entouré des siens, à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondor, son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique et Lucie, Claire, Michel, Jacinthe et Jocelyne, Daniel, Sylvie, Marie et Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjointes respectifs. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il nous a laissé la douceur de ce dernier. Au revoir. La famille vous accueillera dimanche, le 7 décembre, dès 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage à sa vie aura lieu le même jour à 15 h en la chapelle du complexe.
Au CHSLD Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 19 novembre, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian, son petit-fils Raphaël, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs. Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre dernier, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan Langlois et Karine Langlois, sa petite-fille Charlie Langlois, ses sœurs Simone Martimbault et Micheline Langlois, son frère Réal Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 décembre, de 13h à 16h, au salon funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un dégagé, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 25. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 30. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 28. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 13. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.